Ah oui, on voit vraiment rien. Bonjour à tous, donc Fabien Gillot et Alison Ford de la DREAL Occitanie. Donc moi je travaille au groupe ornithologique du Roussillon et je suis animateur au niveau régional du PNA Pie-Grièche, de sa déclinaison occitane depuis 2013. Et donc là l'objet de la présentation c'est de vous faire un rapide bilan de ce qu'on a mis en œuvre, de ce qu'on a réalisé sur le PNA Pie-Grièche depuis qu'il a été initié en région. Alors les espèces, vous les connaissez, mais j'y reviens parce qu'on a la chance d'être la région où elles étaient toutes présentes, puisque la poitrine rose, vous le savez, a disparu en 2019. Et donc dans le premier plan, il n'y avait pas la pirièche écorcheur, vous le savez, et donc elle a été ajoutée dans le deuxième plan national d'action. Donc les 5 espèces étaient bien présentes sur la région Occitanie. Alors, la région Occitanie, oui, mais pas en entier. Voilà, on travaille sur 6 départements de la région qui en comptent 13. Et donc voilà les différents partenaires qui travaillent avec nous sur ce dossier. Donc il y a différentes structures, la LPO, l'ALEP dont on a parlé pour la Lozère, le Parc national des Cévennes avec Josselin évidemment, le COGAR, et on a un encadrement scientifique aussi par Pierre-André Crochet. Alors les espèces, je vais vous montrer un peu les répartitions des différentes espèces en région. Alors vous devez voir à peu près quand même. Donc à gauche c'est hors période de reproduction et à droite c'est en période de reproduction. Donc vous voyez globalement qu'en période de reproduction, donc là on est sur la pie-grièche méridionale, on a une espèce, on a des bastions assez nettement identifiés. Alors est-ce qu'il y a un pointeur ça là? Bon bref, on va faire sans. Donc là vous avez les COS, les populations les plus au nord, c'est les COS dont parlait Josselin à l'instant. Tout au sud, c'est les Pyrénées-Orientales avec une population d'altitude. Donc la Cerdagne tout au sud et les Causses, voilà, ça c'est les populations les plus en altitude, entre 1000 et 1700 mètres d'altitude. Le reste, c'est des populations qui vivent dans deux types de milieux, soit en garrigue à Chêne-Kermès, comme a présenté Olivier en PACA. C'est le cas en particulier autour de Montpellier. Mais il y a aussi quelques couples qui nichent encore en vignoble, ou en tout cas en vignoble alterné avec de la garrigue. On voit sur ces cartes avec la coloration des observations qu'on a quand même une rétractation de l'aire de répartition, en particulier dans le Gard. Les observations rouges étant les observations anciennes, avant 2016. Et on a la même chose dans les Pyrénées-Orientales, donc dans la plaine du Roussillon, où l'espèce a disparu suite à la grande sécheresse là, des 4 dernières années. Donc les bastions à l'heure actuelle sont dans la région du Montpellierin en plaine et un peu en basse plaine de l'Aude, Minervois dans l'Aude. La pie-grièche grise, donc, qui est présente uniquement au nord de la région, donc sur 2 départements, Lozère et Aveyron. On a la particularité dans l'Aveyron, Magali pourrait en parler mieux que moi, d'avoir la population de pie-grièche grise la plus au sud d'Europe, sur le massif, sur les plateaux du Lévézou. Donc c'est la petite population isolée que vous voyez là. Bon, la pie-grièche grise, on en a déjà beaucoup parlé. Notre région a été incluse dans la grande étude Massif central que Sébastien a présentée ce matin. On voit en hiver, par contre, que l'espèce peut être présente en plaine. C'est le cas aussi dans la plaine du Toulousain. Alors, je n'ai pas expliqué pourquoi on a retenu que ces départements en région Occitanie, tout simplement parce que les espèces concernées par le PNA n'étaient vraiment présentes de manière significative que sur ce territoire-là. Ailleurs, il y en a vraiment très peu, et je ne parle pas de l'écorcheur, évidemment. La pie-grièche à tête rousse, dont
au final, on n'a pas tant parlé que ça aujourd'hui. Donc là, on a une répartition assez homogène du sud au nord, avec cependant des densités qui sont beaucoup plus importantes au sud, donc dans le piémont des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, mais dans l'Hérault également. Par contre, dans le Gard, on sent, et là vous voyez là, encore une fois avec les observations rouges, qui sont les observations historiques, on voit que l'espèce a régressé en termes de répartition aussi en région. Il reste une petite population en Aveyron, dans l'ouest aveyronnais. L'écorcheur, là, donc vous voyez une espèce assez répartie, mais pas présente du tout sur la frange littorale. C'est une espèce chez nous qui est vraiment une espèce de montagne, très clairement. Et on est, à mon avis, la seule région où on peut faire ce type de carte avec l'écorcheur et la tétrousse, où on voit très bien que ces deux espèces se complémentent quasi parfaitement, avec donc la tétrousse sur le biome méditerranéen et l'écorcheur sur le biome, on va dire, atlantique ou montagnard, avec quelques zones de sympatrie, en particulier dans le nord héroltais, mais relativement peu en région. Les deux espèces s'exclurent, je ne sais pas, mais en tout cas sont peu présentes sur les mêmes sites. Évidemment, la zone de contact entre ces deux répartitions sera particulièrement intéressante à étudier avec le changement climatique. On pourrait s'attendre à ce que la tétrousse gagne vers l'intérieur au détriment de l'écorcheur. À ce stade, ce n'est pas du tout ce qu'on a observé. Pour l'instant, la tétrousse ne progresse pas et c'est peut-être même un peu l'inverse qui se passerait, mais bon, ça reste à confirmer. En tout cas, on a les éléments pour pouvoir étudier cette zone de contact. Une des grosses actions, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui en région Occitanie, c'est le monitoring des populations, selon la méthode du PNA, donc je ne vais pas y revenir. Les 8 points d'écoute, points d'observation de 15 minutes qui sont placés en damier dans la maille de 2 km par 2 km. Donc c'est ce qu'on a respecté depuis le début du suivi. En termes de chiffres, voilà ce que ça donne. Alors vous ne voyez pas trop les chiffres, mais globalement, en 2025 par exemple, on a 485 points d'observation pour la tétrousse répartis en régions. Et 425 sur la méridionale. Alors évidemment, au début du PNA, il y avait relativement peu de carrés suivis. À partir de 2018-2019, on a réussi à avoir un pool d'observateurs, hein, parce que tout ça, c'est des observateurs bénévoles de nos associations, que je remercie au passage, évidemment. On a des éléments beaucoup plus significatifs depuis 2019. En termes de taille d'échantillon, donc nombre d'individus observés, donc sur une année comme 2025, on est à près de 500 pirièches à tétrousse observés, donc cumulés avec le premier et le deuxième passage, et 70 pirièches méridionales. Donc là, on voit bien la différence de statut entre les deux espèces en région Occitanie. On a beaucoup plus de tétrousse que de méridionales. Et voilà, sur 13 ans de suivi, ça représente quand même près de 4000 pirièches à tétrousse qui ont été recensés avec cette méthode et près de 800 pirièches méridionales. Alors ça, je vais passer rapidement, mais c'est juste pour avoir une idée des carrés, de la localisation des carrés en région. C'est très hétérogène. Alors, il faut rappeler qu'en 2013, quand le PNA a été lancé, on avait peu de consignes sur le positionnement des carrés échantillons. On savait la méthode, mais voilà, il n'y a pas eu de réflexion sur l'échantillonnage de ces mailles de suivi. C'est maintenant ce qu'on nous reproche un peu, et je comprends très bien. Hein. Donc à la fois, il y a des carrés qui ont été suivis pendant 13 ans de suite par le même observateur, et on a des carrés, des mailles, qui ont été suivis qu'une année, et avec une autre tactique d'échantillonnage où on change de maille chaque année. Donc c'est un peu le biais de ces suivis. C'est très clairement le biais de ces suivis.
Cependant, on peut quand même en tirer quelques éléments, j'espère en tout cas. Donc de 2013 à 2017, on en a parlé, l'échantillonnage était relativement faible, mais on voit les résultats sur la méridionale, surtout qu'il faut regarder entre 2018 et 2025. On n'est pas sur la stabilité dont parlait Olivier tout à l'heure, on serait plutôt sur un léger déclin, mais très léger et à mon avis peu significatif. J'ai mis en dessous le graphique de nos collègues catalans qui ont un très bon programme stock aussi en Catalogne Sud. Et on voit qu'après un déclin de 2000 à 2013, la population catalane est plutôt stable, quoique variable d'une année sur l'autre depuis 2013. C'est pas le cas partout en Espagne. Là, j'ai juste mis ce que j'ai trouvé sur le programme Sacré en Espagne, donc c'est l'équivalent du stock. On serait sur moins 70% quand même en abondance entre 98 et 2018 pour la Pirièche méridionale, avec une répartition qui se morcelle également, même si la pression d'observation n'était pas parfaite sur la dernière période d'Atlas. Sur la tétrousse, donc là vous voyez à nouveau la localisation des mailles suivies. Bon, ça représente quand même près de 1500 heures de suivi en 13 ans pour la tétrousse par exemple. Et les résultats, donc on a été très inquiet entre 2013 et 2018 avec une chute régulière, on va dire, et assez marquée, voire très marquée. Et depuis 2018, ça remonte progressivement et on serait sur une stabilité globale depuis 2015, en tout cas sur le réseau qu'on suit. C'est à peu près le même pattern qu'on observe en Catalogne Sud, avec une diminution marquée entre 2013 et 2018, puis, alors là c'est moins évident la correspondance avec la région Occitanie, mais une relative stabilité sur les dernières années. La situation en Espagne de la Pirée-Châteaurousse, on serait sur un déclin très marqué aussi, plus de 50% entre 1998 et 2018. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on observe, même si on a été inquiet, on est plutôt rassuré ces dernières années. Donc il y a possiblement des différences entre... évidemment l'Espagne c'est grand, il faudrait faire une analyse plus précise selon les régions. J'ai mis ça également parce qu'on parle des fois, on parle souvent pour les espèces transsahariennes de l'impact de l'hivernage, de la qualité des habitats d'hivernage. Bon, moi, je suis né dans les années 70, vous le voyez, et on parlait beaucoup à l'époque des sécheresses au Sahel qui faisaient qu'il y avait beaucoup de passereaux migrateurs qui se cassaient la gueule. C'était le cas du rouge-queue à front blanc, de la fauvette grisette. Il faut juste savoir qu'au Sahel, il pleut plus depuis 1980 et on parle plus de sécheresse chronique au Sahel. Et ça pourrait, pour des espèces comme la tétrousse, en tout cas c'était une hypothèse chez nous, ça pourrait expliquer la relative stabilité de l'espèce en Occitanie. Ça, c'était juste une aparté sur la Pirèche à tétrousse, sur les suivis, la méthode des carrés. On recommande à nos observateurs de faire leur deuxième passage avant fin juin, tout simplement pour éviter de contacter les groupes familiaux qui vont avoir tendance à doper les effectifs et biaiser éventuellement les résultats si on veut les comparer d'une année sur l'autre. Donc on essaie de faire le deuxième passage avant fin juin. Un petit mot quand même sur la Pirèche à poitrine rose, parce qu'on a la chance de l'avoir étudiée depuis, avec des chiffres assez précis depuis 1995, grâce à nos collègues de la LPO Hérault, de la LPO Aude également. Donc c'était sur 2 sites principalement qu'elle se reproduisait en Occitanie. Un site à côté de Montpellier et un site en basse plaine de l'Aude, frontalier Hérault-Aude. Et donc vous voyez la diminution des effectifs qui ne s'est pas faite de manière linéaire. Ça a été une succession d'augmentations, petites augmentations et de crashs spectaculaires à la suite. Ça l'a fait plusieurs fois jusqu'au moment où ça l'a plus fait. Voilà, en 2019, dernier couple reproducteur.
dans la région et en France. Même s'il peut y avoir des reproductions par-ci par-là depuis. Mais l'espèce est globalement disparue de France, on pourra l'acter prochainement. Oui, alors juste un petit mot, et Denis sera là s'il y a des questions là-dessus. Jusqu'au dernier moment, on a essayé évidemment de sauver cette population, y compris avec des moyens très artificiels, parce que ça a été des bacs à grillons sous les nids, pour essayer de complémenter s'il y avait un défaut de nourriture, ce qu'on ne savait pas, pour essayer d'avoir un succès reproducteur qui permette à l'espèce de survivre en région. Bon, vous le comprenez, ça n'a pas marché. Et les quelques études sur les habitats occupés qui ont été réalisées dans les années 2010 n'avaient pas mis en évidence de différence entre les habitats occupés, en particulier en milieu viticole, entre les habitats occupés et les habitats non occupés. Donc on n'a pas d'éléments à ce stade qui nous permettent de dire très clairement voilà pourquoi la pygrièche à poitrine rose a disparu de France. Bon, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'une espèce qui est présente, un passereau en particulier, qui est présente en petits effectifs, c'est-à-dire quelques dizaines de couples, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué qu'elle puisse survivre. Et on est quand même sur une population très à l'ouest, en Europe. Il est possible que le changement climatique ait drivé tout ça à très large échelle. Mais peut-être que le collègue espagnol qui va passer après nous vous en dira plus à ce sujet. Pardon, j'ai pris trop de temps, Alison. En deux mots, on a travaillé donc sur la veille environnementale, qui est pour nous un volet important, je pense. On en a peu parlé aujourd'hui. Entre autres, les zonages de référence, c'est-à-dire de mettre en ligne, de porter à connaissance des bureaux d'études, des aménageurs, les zones de présence des pygrièches en région. Donc c'est quelque chose qui est en ligne depuis longtemps, parce que depuis 2013, on l'a fait. On a remis à jour le pygrièche méridionale et pygrièche grise l'année dernière sur Picto Occitanie. Et on se creuse la tête pour voir comment on peut faire pour la pygrièche à tête rousse, puisque le travail est beaucoup plus important. Donc on y réfléchit. Je vais passer la main à Alison pour la suite. Du coup, je vais faire très rapide. Du coup, donc, en Andréal, on a fait un bilan de tous les projets qu'on connaît et qui disposent d'une dérogation espèce protégée, donc depuis que le principe existe. Donc ça retrace rapidement le type de projets qui ont impacté le plus souvent au moins une espèce de pygrièche et donc d'autres espèces dans la région. Et donc les types de projets qui ressortent le plus, c'est les aménagements fonciers, beaucoup d'urbanisation, les infrastructures linéaires, donc routes et voies ferrées, et des projets d'ENR, que ce soit donc l'éolien et le photovoltaïque, avec donc des projets photovoltaïques et surtout agrivoltaïques qui se font de plus en plus nombreux, et ça ne va pas s'arrêter de suite. Donc du coup, on a recensé à peu près 143 projets dans la région qui ont fait l'objet d'une dérogation espèce protégée. Donc c'est que le nombre de dossiers, de projets que l'on connaît en Andréal. Il y en a eu beaucoup plus, mais qui n'ont pas fait l'objet de dérogation. Donc là, on voit que ça concerne à peu près tous les départements de la région, sauf le Gers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'impact, juste qu'il n'y a pas eu de dérogation. Et du coup, les départements qui ressortent principalement, ce sont l'Aude et l'Hérault. L'Aude avec beaucoup de projets éoliens, photovoltaïques, et l'Hérault, beaucoup d'urbanisation. Donc rapidement, le nombre de dérogations pour chaque espèce, donc sans grand étonnement, le trio de tête avec la pygrièche écorcheur et la pygrièche à tête rousse et la méridionale. Donc on a quelques données sur la grise et la poitrine rose, mais c'est très marginal. Donc là, on a un graphique pas très visible avec le type d'impact, enfin le type de projet concerné pour chaque espèce. Donc on peut voir que pour la pygrièche écorcheur, c'est surtout l'éolien qui revient souvent. La tête rousse, c'est un peu diversifié sur tous les types de projets que je vous ai cités précédemment. Et donc pour les quelques cas de pygrièche grise que l'on a pu recenser, c'est essentiellement c'est que de l'éolien.
Donc il manque des graphiques, mais du coup pour la piriège grise, ce sera surtout, c'est essentiellement sur le département de la Lozère. Donc elle est connue que dans 2 départements, de toute façon en région. Là, et après du coup, donc l'écorcheur c'est sur toute la région. Et donc après sur l'Aude et l'Hérault pour les autres. Et donc je passe rapidement sur ces cartes-là. En fait, on a essayé d'avoir un recoupement des mesures compensatoires de ces projets-là par rapport au zonage de référence qu'on vous a précédemment présenté. C'est pas très lisible, mais donc là c'est pour l'Aude, les PO, l'Hérault et le Gard, et la Lozère et l'Aveyron. En fait, globalement, on est sur des surfaces tellement réduites qu'on ne voit pas trop les mesures compensatoires à l'échelle des zonages, mais on voit qu'en fait, c'est essentiellement situé dans les zonages de référence, ce qui n'est pas étonnant parce que donc, on est sur des habitats favorables et où l'espèce est connue. Mais on se questionne du coup sur la plus-value des mesures, sachant que l'espèce est connue sur site. Donc, est-ce qu'on aura vraiment un intérêt à agir sur ces habitats-là ? Alors qu'on pourrait peut-être agir sur des habitats où elles étaient historiquement connues, où il y a eu une fermeture du milieu ou de l'artificialisation, où on pourrait peut-être mettre en place des mesures et espérer qu'elles reviennent, mais sans faire de conclusion parce qu'on ne sait pas. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Merci Fabien, merci Alison pour votre présentation qui a été extrêmement intéressante. Alison, on en avait déjà parlé et je ne me souviens plus de ta réponse malheureusement. Mais concernant les dérogations pédagogiques, qu'est-ce que tu pourrais nous redire ce que ça veut dire et quels étaient les projets associés, puisque pour toutes les autres on voit bien, mais pour celle-ci ça me semble, enfin voilà, je ne sais pas exactement ce que c'était comme dérogation. Merci à toi, ou comme type de projet. Oui, du coup, je les ai un peu exclus de l'analyse parce que ça n'a pas eu un impact sur les milieux comme les autres projets. Mais en fait, c'est plutôt soit à but scientifique, donc des fois ça peut être du bagage ou d'autres types de dérogations ou de projets, et sinon plutôt à destination des scolaires en fait. Donc, des fois il y a quelques, mais bon, c'est que deux autorisations sur plus de 10 ou 15 ans d'historique, donc c'est peu. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste du coup demander quel effort ça avait demandé en fait d'avoir réalisé ces zonages et ce dialogue que vous avez en fait entre l'ASSO et l'Adréal, et si vous pensez que c'est possible en fait justement de le répliquer avec dans d'autres régions. Alors c'est une bonne question, merci. On a bénéficié d'un stagiaire DREAL qui nous a fait l'essentiel du boulot en 2013-14. Donc ça, c'était très important parce qu'on a évidemment, avant de se lancer là-dedans, il faut définir un protocole assez carré pour avoir des résultats cartographiques comparables d'un département à l'autre. Et donc il y a eu un gros boulot d'une stagiaire qui a fait quasiment que ça pendant plusieurs mois pour faire ce zonage de référence sur la base des données opportunistes qu'on avait sur la région. Et quant à la généralisation de ce travail, je crois que c'est prévu au niveau national en tout cas. Ça fait partie du PNA 2. Donc il faudra voir avec Arthur, mais je pense que de toute façon ça vaut le coup de le faire. Et je pense que c'est grâce à ce zonage de référence que on peut avoir alors ces bons résultats. Je ne vais pas parler de bons résultats sur les dérogations espèces protégées, mais en tout cas, on peut dire que les aménageurs ne pouvaient pas ignorer la présence des pirièges. Et ça, je pense que c'est central et qu'il y a beaucoup de régions peut-être qui en manquent de ces zonages et du coup, les espèces peuvent passer à la trappe. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. C'est quelque chose de prévu dans le PNA 2, non ?
de ces zonages de référence à l'échelle de toutes les régions. Oui. Une dernière question. C'est pas tant une question qu'une réflexion suite à la présentation d'Alison là sur justement le besoin en termes de compensation d'évaluer si ça a été fait sur des sites déjà favorables, enfin, tout ce que j'avais dit sur l'additionnalité. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir à disposition sur le site de l'Adréal justement l'évolution dont tu parlais, Fabien, avec les cartographies en fait de zonage qui ont évolué dans le temps, c'est-à-dire que là où on la retrouve plus, les zones historiques, parce qu'on parle de zones historiques, mais pour que les bureaux d'études ou tous ceux qui travaillent là-dedans puissent définir une localisation pertinente pour une mesure de compensation, s'ils n'ont pas accès à cette historique, c'est compliqué. Et je me demandais, étant donné qu'on a ou on aura en tout cas les données, je pense que c'est quelque chose qui peut être mis en ligne sur le site Picto, par exemple, quand je parle de l'Occitanie, hein, évidemment. Oui, c'est une bonne idée. Après, on peut voir pour le mettre en place sur le site de la DREAL. Après, est-ce que ça peut être intéressant de le mettre en place sur le futur site peut-être du PNA? Et si ces infos-là sont peut-être disponibles dans d'autres régions aussi, ça peut servir plus largement. Alison, Fabien, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, et on va pouvoir passer à la suite.